Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette montagne? C'est surtout l'autre versant qui est spécial. Ah, d'accord. On y va? Ouais, on y va. De tensions provoquées par la nomination de Fidel Castro au poste de Premier ministre cubain. Du côté de l'URSS maintenant, on est toujours sans nouvelles des 9 randonneurs soviétiques partis en expédition dans l'Oural. Leur but était d'atteindre le mont Otterton, mais aucun signe de vie n'a été reçu depuis le 1er février dernier. Il y a quelqu'un ici! Il y a quelqu'un ici! Allez! Allez, allez! C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette première Nuit Blanche. Nuit Blanche, un podcast disponible tous les soirs de pleine lune afin de vous faire vivre ou revivre des histoires mystérieuses, réelles, que ce soit des crimes, des disparitions, des malédictions, des cold cases, des faits inexpliqués. Pour ce podcast, j'ai l'impression qu'on a réussi à tous les réunir dans une seule et même histoire avec le mystère du col de Dyatlov. Avant de vous présenter les protagonistes de cette étrange affaire russe qui remonte à 1959, je vous présente mes compagnons de Nuit Blanche. Avec moi en studio, Céline Auclin. Bonjour Céline. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Voilà Céline, que les auditeurs et auditrices connaissent peut-être déjà. Tu es aux commandes sur Couleur 3 de l'émission J'aime pas les gens, les griottes et les trois singes aussi. Tu n'aimes pas les gens, ça on le sait, mais les histoires bizarres... Ah bah oui, je m'en imprègne. Quand elles ne sortent pas de ma tête, je vais les dégoter dans le monde réel. Et puis à la régie, c'est lui aussi un grand mystère de l'humanité, Franck Pourpry, que je remercie par avance pour la réalisation de cette nuit, et franchement pas comme les autres. Et au micro, là, à l'instant, à ma droite, il y a aussi Michael Marquet. Voilà, très heureux de partager ces nuits blanches avec vous, parce que je suis un grand amateur d'histoires étranges, puis de me replonger dans cette histoire du col de Dyatlov me rappelle quelques souvenirs radiophoniques. Je pense à Club Bizarre, où nous évoquions déjà à l'époque avec Franck Pourpry pendant 1 heure sur Couleur 3 ce qu'on appelle le paranormal, les phénomènes inexpliqués et les capacités hors normes. Nous étions d'ailleurs quasiment les seuls à le faire à l'époque sur une radio francophone. Je sens que Dieu prend soin de nous. Tu ne le sens pas? Que c'est notre destin? Aujourd'hui, le mystère s'invite à nouveau dans vos vies et vos nuits avec Nuit Blanche au format podcast pour nous écouter soit à la lueur d'une pleine lune ou encore d'une bougie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être sûr de ne pas manquer nos prochaines Nuits Blanches. On pose nos yeux et nos oreilles du côté de l'Oural, en Russie, une chaîne de montagnes immense qui traverse le pays du nord au sud. On la considère d'ailleurs comme la limite naturelle entre l'Europe et l'Asie. Au nord de ce mur naturel, il y a le col Dyatlov, où 9 personnes ont perdu la vie dans la nuit du 1er au 2 février 1959. La plus jeune avait 21 ans au moment des faits, la plus âgée 37 ans. Bon, il n'y a plus qu'à monter jusqu'en haut. Oh, pas si vite! Attendez-moi! Mène-toi! Pousse feignasse! Oh, ça va! Ses amis avaient décidé de faire une expédition pour atteindre à une dizaine de kilomètres du lieu du drame le mont Otterton, qui culmine à environ 1200 mètres d'altitude. Mais l'ascension, comme vous l'avez compris, n'aura jamais lieu. L'affaire du col Dyatlov est certainement l'une des affaires les plus étranges du XXe siècle. En 2018, on ne sait toujours pas exactement ce qui est arrivé à ces jeunes Russes. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont vécu pendant toute une nuit un véritable enfer.
On ne compte plus aujourd'hui le nombre de sites, livres, reportages, enquêtes consacrés à cette histoire. Une histoire qui va au-delà du simple drame humain, puisqu'il y a de la censure, des secrets bien gardés, et une première enquête au printemps 1959 qui semble avoir quelque peu été bâclée. Avant de vous raconter tout cela dans le détail, est-ce que tu peux, Céline, nous présenter quelques-uns déjà de nos compagnons de route, ces jeunes gens que l'on va suivre pas à pas jusqu'au col de Dyatlov, col qui, pour la petite histoire, a été rebaptisé ainsi après le drame du nom du chef de l'expédition, mais qui s'appelait à l'origine la montagne morte ou encore la montagne de la mort, selon les traductions. Alors, vous venez? Avancez! On est bientôt arrivé! Oh! Alors pour cette présentation, nous allons nous concentrer sur les 9 disparus, par une petite lucarne laissée ouverte grâce aux documents d'archives, aux témoignages des amis et des proches, ainsi qu'en pénétrant dans leurs regards immortalisés sur les quelques photos, nous allons entrer un peu dans leur vie, deviner un peu de leur cœur et âme. Nous allons nous les rendre plus proches de nous, de vous. Il y a 9 victimes dans le mystère du col du Dyatlov. Mais on pourrait dire que les protagonistes sont au nombre de 10, si l'on compte Yuri Youdin, le rescapé qui, malade, a abandonné juste avant le jour fatidique. Et même 11 protagonistes, si l'on considère que le groupe en tant qu'entité constitue une forme de personnage. Lui aussi, car il faut imaginer que dans de telles circonstances, la dynamique de groupe, à elle toute seule, peut jouer un rôle capital. Je vous propose de faire la connaissance avec 3 des 9 victimes du col du Dyatlov. Tout d'abord, nous nous arrêtons sur le chef de groupe, celui qui donne son nom à cette effroyable histoire et au col qui en est le théâtre. Igor Alexeyevitch Dyatlov, on lui donnerait nos enfants à guider. Grimpeur et skieur hors pair, passionné par les massifs de l'Oural qui, il faut le dire, n'ont rien d'exceptionnel, hormis le fait que ces montagnes de basse altitude sont truffées de crevasses et d'anomalies magnétiques qui déboussolent les boussoles, ainsi qu'un tunnel venteux, véritable soufflerie entre 2 pics. Et ces montagnes contiennent en elles une part de mystère que vraisemblablement les indigènes entendent bien conserver, puisque l'un des monts se nomme dans leur langue « Ne va pas là-bas », Otterten. « Ne va pas là-bas ». Tout ce qu'il ne faut pas dire à un jeune homme aussi épris de liberté que l'est Igor. Mais cela ne fait pas de lui, et pour autant, une tête brûlée. Igor est sportif, expérimenté malgré son jeune âge. Né le 13 janvier 1936, il vient donc de fêter son 23e anniversaire. Et surtout, Igor est responsable. Il ne prend pas de décision précipitée. C'est d'ailleurs lui, le commandant du groupe en cet hiver 1959. Étudiant à l'Institut Polytechnique de l'Oural, où il est en 5e année, division radiotechnique, ingénieur talentueux, il a conçu un outil radio ayant servi pour communiquer lors d'expéditions antérieures. Mais il ne l'aura pas avec lui, non. Là, en janvier 59, il embarque avec lui dans l'aventure un mini-fourneau, genre de poêle, qu'il a lui-même élaboré. Physiquement, Igor Dyatlov, athlétique, sans plus. Visage, un brun poupin que des yeux malicieux rendent irrésistible. Particularité, diastème. Sur les photos qui sont répertoriées, Igor paraît déterminé, également souriant et solaire. Et parfois, on parvient à saisir son œil qui s'attarde sur la silhouette de Zina. Selon certaines dépositions, il nourrirait un faible pour celle-ci. Sentiment partagé, il se peut. Je voulais pas lui dire que je me sens trop amoureuse. C'est vrai? Oui, d'accord. Oui. Alors, vous venez? Avancez! Oui. Zina, parlons-en. Née une année après Igor, quasiment jour pour jour, le 12 janvier 1937, Zinaïda Alexeyevna Kolmogorova est l'une des 2 filles du groupe. Elle étudie également à l'Institut Polytechnique de l'Oural. Zina a déjà effectué des randonnées, on peut la considérer comme plutôt aguerrie. Zinaïda Alexeyevna dégage un véritable charisme. On dit d'elle qu'elle est le moteur de l'école.
incroyablement sociable et affable, appréciée de tous, elle semble imprégnée de bonnes ondes tous les endroits où elle se trouve. Ouah, j'adore cet endroit. Concernant son éventuel penchant pour Igor Dyatlov, le chef de groupe, aucune ligne de son journal et de sa correspondance avec lui ne l'atteste. Toutefois, il est vrai qu'elle prend part à toutes les expéditions menées par Dyatlov. Et outre la passion et l'intérêt pour la technique radio qu'ils ont en commun, on les voit proches et très souvent ensemble. Leurs dépouilles seront retrouvées à un peu plus de 300 mètres l'une de l'autre. Ah, je trouve ça drôle. À présent, attardons-nous sur Yuri Nikolaïevitch Doroshenko. Né le 29 janvier 1938, il est encore plus jeune que les deux précédents, Igor Dyatlov et Zina Kolmogorova. 21 ans le 29 janvier 1959, Yuri Nikolaïevitch Doroshenko, pendant l'expédition donc. De toute l'équipe, Yuri est le plus grand de taille. Peut-être aussi celui aux origines les plus modestes. Sa mère vit au Kazakhstan, une maman qui pendant plusieurs années va mettre de l'argent de côté pour pouvoir offrir un manteau d'hiver à son fils, un manteau digne de ce nom. Il est également étudiant à l'Institut Polytechnique de l'Oural en radiotechnique. Au club sportif de l'Institut, il est célèbre pour avoir affronté lors d'une expédition de campement un ours géant qu'il a réussi à tenir en respect à l'aide d'un marteau de géologie. Il a également eu une liaison avec Zinaïda Alexeyevna Kolmogorova, qui craque pour lui précisément à la suite de l'épisode de l'ours. Yuri rencontre les parents de Zina, mais au moment qui nous intéresse, leur histoire serait déjà terminée. Reste toutefois un certain malaise, puisque dans une lettre à une amie, le premier jour de l'expédition, Zina écrit « Ma chère Valia, nous voilà en route pour l'expédition. Tu veux un scoop ? Yuri Doroshenko vient avec nous. Je ne sais pas vraiment comment je me sentirai. Je me comporte avec lui comme avec quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment dur, parce que nous sommes ensemble, et pourtant, nous ne sommes pas ensemble. » À noter encore concernant la personnalité de Yuri, il est doté d'un tempérament tout à la fois impulsif et en retrait. Physiquement, sans mauvais jeu de mots, il est à tomber. Particularité, sur certaines photos, on le voit portant des lunettes. И дружественные отношения между народами. Конечно, было бы неоправданным оптимизмом утверждать, что обстановка не... On parle encore, au cours de cette conférence de presse à la Maison-Blanche, de la proposition soviétique d'un pacte de non-agression entre la Grande-Bretagne et l'URSS. Là, le gouvernement américain ne croit guère à la nécessité d'un accord de ce genre. Céline, avant de planter les skis dans la neige en direction du nord pour aller à l'ascension de ce mont Hautorton, je te propose à présent de planter le décor, puisque nous sommes au début de l'année 1959, en pleine guerre froide, une période de grande tension, presque de paranoïa dans le bloc communiste. Nous sommes aussi 6 ans après la mort de Staline. Nos jeunes randonneurs habitent dans l'oblast de Sverdlovsk, une région située sur les contreforts de l'Oural. La capitale administrative, c'est justement Sverdlovsk, aujourd'hui connue sous le nom de Ekaterinbourg. C'est environ 1500 km à l'est de Moscou. C'est dans cette ville que Boris Eltsine a fait ses études et que le tsar Nicolas II et toute sa famille ont été tués. Dans la région, on exploite des gisements de fer, de cuivre et de charbon. Il faut savoir que pendant toute la période qui va de la sortie de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90, nous sommes dans une partie de la Russie très secrète. Tiens-toi bien, de 60 à 90, la ville est même interdite aux étrangers. Pourquoi ? Tout simplement parce que les communistes vont faire de cette région le plus grand complexe militaro-industriel de toute l'URSS.
Bien vu de la part des dirigeants, car on est dans un espace loin des frontières, donc discret. On a à portée de main des matières premières en grande quantité pour faire des armes. Et comme c'est une région très reculée, on peut faire des tests en toute discrétion, dans les montagnes du Nord par exemple. C'est donc dans cette ambiance étrange, dans une ville un peu coupée du reste du monde, que 10 personnes, car ils étaient 10 au départ, partent affronter les montagnes glacées et mystiques de l'Oural. J'ai oublié de vous dire, j'ai fait un rêve cette nuit. Une formidable prémonition. J'ai vu de verts pâturages et des fleurs. Je sentais même l'herbe. Votre expédition va réussir. L'équipe des 10, au départ donc de cette expédition en direction du mont Otterten, s'est constituée au fur et à mesure. Tous ont un lien avec l'Institut Polytechnique de l'Oural, excepté une personne, Zolotarev. Ils y sont diplômés de cet Institut Polytechnique de l'Oural ou encore étudiants. La plupart se connaissent, certains même de façon intime. Leur objectif en tant que randonneurs à ski amateurs et indépendants est donc de partir de Sverdlovsk avec tout le matériel dont ils ont besoin, rejoindre Serov en train, puis Ivdel, Vijay, enfin Severny numéro 2 le village, qui marquera le début de la randonnée à ski vers le but final, le mont Otterten. Une course à la difficulté qualifiée de classe supérieure. Dans son journal, Zina dit se réjouir de participer à cette expédition qu'elle attend depuis 1 an avec impatience. Il est clair que les préparatifs vont s'étendre sur plusieurs mois, tout comme des expéditions précédentes. À l'automne déjà, alors que certains sont encore en examen, l'on commence à astiquer les skis et l'on commence aussi à récolter les pellicules photographiques. Igor Dyatlov termine de mettre au point son poêle qu'il emportera avec lui, et Zolotarev, greffé sur le tard au groupe et perçu comme étrange au départ, est finalement bien accepté. Ambiance plutôt détendue donc. On sympathise, on se lit, on chante toujours beaucoup et on se chambre. Il y a des esprits malins. Qu'il faut éviter de réveiller. On fera attention de ne pas les réveiller, vos esprits malins. Mais tout ne va pas comme sur des roulettes. Sur les photos, on voit un groupe enthousiaste, vêtu chaudement, anorak, bonnet, capuchon, bottes, guêtres et gants. Ils sont munis de sacs et de skis. Plus tard, grâce au témoignage entre autres de la sœur de Kolevatov, qui a la responsabilité de se procurer tout le nécessaire pour le groupe, on apprend que les choses ne se sont pas déroulées simplement. Rassembler le matos n'a pas été une mince affaire. Jusqu'à la dernière minute, il manquait quelque chose. Par exemple, la plus jeune, Lyudmila, part en ayant oublié de prendre un pull. Mais surtout, les moyens alloués à l'expédition sont très maigres. Les étudiants ont dû mettre de leur poche près des 3/4 de la somme nécessaire. L'Institut n'a donné que très peu d'argent au groupe. Chacun aurait dû avoir dans ses affaires personnelles, en plus d'une boîte d'allumettes, des barres de chocolat de survie. Les randonneurs s'engageaient dans une expédition de plus de 20 jours dans des zones très froides et non peuplées. Bonne chance. Indispensable également de partir avec des vivres en suffisance et des aliments riches en protéines. Parcours du combattant aussi auprès du club de sport de l'Institut pour obtenir des combinaisons de ski que Kolevatov doit finalement restituer. La sœur en est témoin. Ils sont venus jusque dans notre appartement pour les lui reprendre, prétextant que ces équipements étaient réservés aux seuls alpinistes. Enfin, Kolevatov fait le plein de pulls en laine en emportant plusieurs sur lui et en faisant des allers-retours du club sportif jusque chez lui. À noter aussi qu'aucun membre n'a de sac de couchage. Bref, sur les photos que l'on a, rien de ce périple-là, de ces dysfonctionnements d'organisation ne se lit sur le visage des jeunes gens. Heureux et déterminés à braver les frimas qui les attendent, ils ont également avec eux, en plus d'appareils photo, des journaux de bord, dont un en commun qu'ils remplissent à tour de rôle. Le terrain est dangereux, c'est ça?
Alors là, le terrain, c'est vraiment pas le pire par là. Vous pouvez me faire confiance. L'itinéraire prévu, on l'a dit, est le suivant. Sverdlovsk, ville d'Ivdel, village de Vijay, village Severny numéro 2, Mont Otorten. Rivière Unia, rivière Vichera, Mont Oika, Tchakour, rivière Toshemka, Severnaya, village de Vijay, ville d'Ivdel, Sverdlovsk. Vous avez donc l'aller et retour. Au total, environ 300 km. Mais fait troublant, le groupe part sans laisser une copie de la carte de l'itinéraire. Simple oubli, distraction ou omission volontaire, cette dernière supposition paraît peu probable. Mais un certain amateurisme vient soudain ternir l'organisation de l'expédition. Et hélas, l'Institut n'a pas non plus jugé utile de leur fournir une radio. Ils auraient ainsi pu transmettre un appel de détresse. Ironie du sort, alors qu'à d'autres occasions où Igor Dyatlov emmène sa propre radio, là, il ne le fait pas. De toute façon, le plus important, c'est pas la radio. Ça serait bien d'en avoir une, mais ils nous trouveront avec ou sans radio. T'en es sûr? Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Il est également convenu que les randonneurs se donnent une date butoir de retour. Le 12 février au plus tard, ils doivent être au village de Vijay et envoyer un télégramme à Sverdlovsk, à l'Institut, pour donner de leurs nouvelles. Et lorsqu'au village Severny numéro 2, Yuri Yudin, le rescapé, se juge trop malade et abandonne l'expédition, Igor le prévient que, vu les conditions météorologiques, il faudra compter sur un retard évident de l'expédition. Mais au moment où Lyudmila enlace Yuri Yudin pour lui dire adieu, sous le regard bienveillant d'Igor Dyatlov, nous sommes le 28 janvier. L'expédition a débuté depuis 5 jours déjà. Tu crois que c'est encore loin? Avancez! Avancez! 23 janvier 1959, l'aventure commence pour ces 8 garçons et ces 2 filles. Igor Dyatlov et ses amis partent pour 2 semaines de randonnée à travers le nord de l'Oural. But fixé, atteindre le sommet du mont Otorten. Retour prévu, comme tu nous l'as dit, le 12 février. À 11h, le 23 janvier, l'équipe prend le train direction Serov. L'ambiance est plutôt bon enfant. On est presque dans une colonie de vacances, partant pour la station de ski. On apprend dans le journal de bord de Ludmila Dubina qu'on parle des choses de l'amour pendant le trajet. Le 25 janvier, ils arrivent de nuit, toujours par train, à Ivdel, une ville située au centre de l'oblast de Sverdlovsk. Ils prennent ensuite un camion jusqu'à Vijay, le dernier village du nord de l'oblast. On se taquine, on chante, Ludmila consigne dans son carnet qu'ils font les fous, qu'ils se roulent dans la neige. Puis elle ajoute, ouvrez les guillemets, nous avons essayé de donner une définition du bonheur. Mais au bout du compte, chacun avait la sienne. Un bonheur qui sera de courte durée, avant cette nuit fatale du 1er février. « 26 janvier. Après avoir passé une nuit dans un hôtel pas très confortable, le groupe se réveille, frigorifié. On prend ensuite une voiture qui va les conduire au point suivant. On quitte définitivement le monde moderne. Le paysage n'est pas très joyeux, on traverse une forêt brûlée. Le groupe arrive au point 41. On passera la nuit dans une cabane où vivent de jeunes travailleurs, dont un géologue. L'accueil est plutôt sympathique. Pendant la soirée, on discute, on regarde des films, on griffonne quelques lignes dans son journal de bord. Les filles partagent un lit. Les garçons dorment par terre. Un enfant a disparu dans les montagnes. Une nouvelle tragédie. C'est la famille sur la photo. L'hôtel du diable. Si cet hôtel est fermé depuis plus de 30 ans, c'est quoi ça? Et tout ce qu'il y a sur ces étagères?
Et sur ce lit, il y avait la seconde femme de l'équipe, qui est aussi la plus jeune de tous, Lyudmila Alexandrovna Dubinina. Elle est née le 12 mai 1938. Elle n'a donc pas 21 ans au moment où elle trouve la mort dans la nuit du 1er au 2 février 1959. Ouvertement communiste et dédiée au parti. Elle s'occupe vraisemblablement de la trésorerie du groupe. Sur les photos que nous avons d'elle, c'est son regard déterminé qui frappe le plus et qui semble s'afficher sur son visage dès son plus jeune âge. En 1959, Lyudmila est en 4e année à l'Institut Polytechnique de l'Oural, section construction et économie. Très active dans le club de randonnée, en 1957, elle est blessée lors d'une sortie par un touriste qui nettoie son art. Elle serre les dents, elle ne se plaint pas pendant tout le trajet du retour. Lyudmila aime chanter et prendre des photos. C'est elle qui déclenchera le plus souvent l'appareil lors de l'expédition menée par Igor Dyatlov. Pour une jeune femme qui ne cesse de pousser la chansonnette, les circonstances de sa mort sont terrifiantes. Un brin précieux, certains le qualifient même de pédant. Alexandre Sergueïevitch Kolevatov naît le 16 novembre 1934. Il a la réputation d'être toujours bien mis. Régulièrement, il prend la pause en fumant une pipe antique au tabac choisi avec soin. L'homme est perçu comme solide et fiable à la trempe de leader. Petit dernier et unique garçon d'une famille de 5 enfants, Alexandre, appelé également Sacha, est le fils et le frère chéri, tant sa naissance a été à la fois désirée et inespérée. Il perd son père alors qu'il n'a que 10 ans, et il va très vite tout faire pour acquérir une bonne situation afin de pourvoir aux besoins de sa mère devenue handicapée. Parmi les postes et les emplois qu'Alexandre a exercés, il a entre autres œuvré dans la production de matériel pour l'industrie nucléaire, ainsi qu'effectué un passage dans un ministère secret. Alors qu'il est à Moscou où il occupe une position lucrative, il retourne à Sverdlovsk pour intégrer l'Institut Polytechnique de l'Oural, où il y effectue des études de physique nucléaire. Concernant l'expédition, d'après sa sœur qui témoignera par la suite, c'est lui qui a la responsabilité de se procurer tout le nécessaire pour l'ensemble du groupe. Particularité, il a coutume de célébrer son anniversaire le 30 janvier et non le jour de sa date de naissance. Par ailleurs, lui, homme méthodique, tient un journal qu'on ne retrouvera pas. Étrange, non ? C'est quoi cette pièce? Je sais pas, les objets trouvés. Ça me va? Génial. Autant Kolevatov est sérieux, autant celui que nous allons dépeindre maintenant est un véritable trublion. Il a toujours un mot pour rire et distraire. Avec sa mandoline et son air de Roman Polanski aux oreilles décollées, il est aussi le meilleur ami d'Igor Dyatlov. Il s'agit de Georgi, dit Yuri ou Yura, Alexeyevitch Krivonichenko, né le 7 février 1935. Issu d'une très bonne famille, cultivée et influente, qui souvent accueille les étudiants dans leur spacieux appartement de Sverdlovsk, afin que ces derniers puissent faire connaissance, échanger et partager le tchaï. Au moment des faits, Yuri est à 6 jours de son 24e anniversaire. Il vient de terminer ses études à l'Institut Polytechnique de l'Oural, de laquelle il est diplômé en construction et hydraulique. Particularité de Yuri ou Yura, ingénieur à Tcheliabinsk, cité atomique secrète soviétique où l'on fabriquait du plutonium. Et lors de l'accident de 1957, connu sous le nom de la catastrophe de Kishtim, Yuri a été employé comme nettoyeur. Autant dire qu'il était plus que tout autre exposé à la radioactivité. Détail, à sa mort, il était peut-être en train de réprimer un cri ou de se mordre la main afin de rester éveillé. On a retrouvé des résidus de peau de sa main entre ses dents.
autre ingénieur diplômé de l'Institut Polytechnique de l'Oural en cette année 1959 et faisant partie du groupe Diatlov, Roustem Vladimirovitch Slobodin. Né le 11 janvier 1936. Ses parents russes, professeurs d'université, sont en Asie centrale au moment de sa naissance, d'où le prénom de Roustem qu'il lui donne et qui fait référence à un héros populaire de cette région. Surnommé Roustik par ses camarades, le jeune homme est sportif et endurant. Avec son père, en 1958, il se lance dans un long trek de 300 km pour rejoindre son frère aîné qui se trouve dans le Tien Shan. Une traversée comportant son lot de dangers et qui, en outre, le fait rencontrer des peuples aussi divers que les Kirghizes, les Ouzbeks ou encore les Ouïghours. Particularité de Roustem Vladimirovitch Slobodin, cet infatigable amateur de crosse, probablement le plus entraîné de tous, cela dit très avare de mots, est peut-être la première victime du col de Diatlov. En outre, le père de Roustem Slobodin est à l'époque le directeur du comité syndical de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Et il sera désigné comme un des responsables du drame. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Oui, il se trouve qu'on est tous étudiants en médecine ici alors. Ça devrait aller, même si on n'a pas encore eu le cours sur les attaques d'esprits maléfiques. Je crois que c'est pour l'année prochaine. Et si tu te retrouves avec tes boyaux à l'air, tu feras quoi, hein, fiston? Ou si on t'arrache bras et jambes, tu feras quoi? Le 27 janvier, premier couac, premier gros couac. Il fait moins 5 degrés dehors et Yuri Yourdin est malade. Il doit annoncer qu'il va renoncer à l'expédition. Il ne le sait pas encore, mais cette douleur à la jambe, c'est un nerf sciatique coincé qui va lui sauver la vie. Sur une photo en noir et blanc, on aperçoit Yuri Yourdin qui embrasse Ludmila Dubinia au moment du départ. Igor Diatlov les observe en souriant, mais au fond, tout le monde est triste de voir Yuri rebrousser chemin en boitant. Le groupe se trouve à présent au village Severny numéro 2. Ce village, qui n'en a que le nom, est une base de géologues abandonnés, avec 25 à 30 maisons dont une seule est habitable. Ils seront désormais 9 à continuer cette aventure dans un paysage de plus en plus hostile. Ils sont à la frontière entre le monde sauvage et la civilisation. Le 28 janvier, le groupe a commencé à ski l'ascension en suivant le cours de la Lovsva. C'est une rivière dont une partie est recouverte par de la glace. Le groupe suit des sentiers tracés par les Mansi, un peuple autochtone de la région et composé de chasseurs. Ils sont environ entre 6000 et 7000 dans les années 50. On dit qu'ils sont pacifiques. 30 janvier, c'est déjà la 3e nuit que l'expédition passe sous une tente. Elle est installée sur les bords de l'Auspia. Il est déjà l'heure de ranger ses affaires et de reprendre la route. On croise un campement de Mansi. Ils ont cette particularité d'avoir leur propre écriture et leur propre langue. Ici, on est sur leur territoire et il n'est pas rare de trouver, gravés sur des troncs d'arbres, des signes, des symboles étranges et mystérieux dont on ne comprend pas toujours la signification. En ce 30 janvier, sur les pentes de l'Oural, il faut s'habiller plutôt chaudement. La neige molle fait place à de la glace. Lyudmila note dans son carnet que le soir, la température est descendue à moins 26 degrés. Avance! Je peux pas! Tu sais que tu peux! Non, laissez-moi! Il faut continuer! Si on se fait prendre là-dedans au coucher du soleil, on est mort! Pas devant! Je te l'ai dit, on est encore en hiver! Laisse-moi! Allez, debout! Je peux pas marcher! Je peux pas te porter! Tu vas nous faire mourir tous les deux! Je peux pas! Qu'est-ce que ça veut dire, tu peux pas? Hein? T'es une vraie merde! Qu'est-ce que ça veut dire, tu peux pas? Ne me dis pas que tu peux pas! Lève-toi et marche! Fais 10 pas! Lève-toi et marche! Fais 10 pas! D'accord. On avance de moins en moins vite. La forêt devient progressivement plus clairsemée. On sent l'altitude. La nuit tombe rapidement et il est temps de s'arrêter pour bivouaquer. On discute, on rigole autour d'un bon feu pour se détendre et se réchauffer. Les voilà! 31 janvier. Le temps est cette fois-ci mauvais. On suit la piste de ski des chasseurs Mansi, mais les traces sont de plus en plus fines, balayées par des vents glacials qui soulèvent de la poudreuse. On s'éloigne un peu, mais pas trop du lit de la rivière Auspia.
Les sapins ont disparu du paysage, le sol est couvert d'une neige durcie, on avance à quoi maximum 2 km/h. La troupe est cette fois-ci fatiguée, alors on va s'économiser. Les 9 membres de l'expédition installent un campement de base en amont de la Auspia, où ils vont laisser des réserves de vivres et une partie de leur équipement. Cet endroit est un peu à l'abri, c'est donc parfait pour bivouaquer. Ai-je dormi? Non, il ne faut pas. Allons-nous donc tous y passer? Je n'arrive plus à bouger. Je suis responsable. J'aurais dû... Mes lèvres me brûlent, à peine mes dents les frôlent. Pas un son ne sort de ma bouche. Je suis à bout de force. Ouvrir les yeux et attendre me demande trop d'efforts. Je les ferme. Surtout ne pas suivre la coupe blonde et pleine que le sommeil me tend. Je revois les yeux en amande de ma mère au bord du lac de mon enfance. Le soleil darde. Sur les rivages, j'ai laissé le petit chien. Il saute, il crie, il aboie. Noir, il fait noir. Où suis-je? Depuis combien de temps suis-je allongée? Remuer les doigts, les pieds, rien. Essaie, encore. Encore. Oui, là. À peine. Ne pas sombrer, rester attaché au monde des vivants. Comment ai-je pu avoir si confiance? Pourquoi n'ai-je pas davantage douté? Vérifier. Toujours vérifier. Zina. Zina. Ouette. Zina. Entend-elle? Cette envie irrésistible de fermer les yeux et dormir à jamais. Comment va déjà ce poème de Pouchkine? Récite-le pour ne pas sombrer. Le prophète, tourmenté par la soif des choses spirituelles, je me traînais dans un désert sombre, quand un séraphin à 6 ailes m'apparut à l'entrecroisement d'un sentier. De ses doigts légers comme un rêve, il me toucha les prunelles. Et sagace, mes prunelles s'ouvrirent toutes grandes, comme celles d'un aigle épouvanté. Il toucha mes oreilles, et elles furent remplies de tintements et de sonorités. Et j'entendis la palpitation du firmament, et le haut vol des anges, et la marche des polypes dans les bas-fonds de la mer, et le développement des broussailles dans les vallées. Et il se colla à mes lèvres et arracha ma langue pécheresse, pleine d'artifices et de mensonges. Et de ses mains ensanglantées, il darda entre mes lèvres l'aiguillon du sage serpent. Et il me fendit la poitrine avec son glaive et en ôta mon cœur pantelant. Et dans ma poitrine ouverte, il enfonça un charbon tout en flammes, comme un cadavre. J'étais couché dans le désert. Et la voix de Dieu retentit jusqu'à moi. Lève-toi, prophète, regarde et écoute. Que ma volonté te remplisse et parcourant les terres et les océans, brûle de ta parole les cœurs des hommes. « 1er février. Le groupe de Dyatlov est arrivé à la source de la Auspia et tente de rejoindre la vallée de la Lovza en traversant le col. Ce fameux col qu'on appellera plus tard le col Dyatlov. Mais la température très basse et un vent très fort contraint les aventuriers à repasser le col dans l'autre sens et à s'installer pour la nuit. La visibilité est mauvaise, volontairement ou involontairement, ça on ne le saura jamais. Le groupe dévie de sa trajectoire et se retrouve déporté de 500 à 600 mètres sur la gauche. Ils sont à présent à 900 mètres d'altitude sur le flanc du sommet 1079, qu'on appelle aussi la montagne de la mort.
La luminosité baisse. Il est 17h. On va creuser un trou dans la neige pour monter la tente. Elle sera posée sur un plancher de ski retourné. On se dépêche. Il fait déjà moins 20 degrés et les conditions météorologiques sont mauvaises. On barricade l'entrée qui fait face au sommet. Les piquets sont solidement arrimés. Le vent hurle tout autour, mais le moral reste bon. On commence à se détendre, se réchauffer sous la tente et la journée, c'est vrai, c'est au final plutôt bien passée avec seulement 2 ou 3 heures de marche. On discute, toujours d'amour, toujours d'amitié, c'est normal quand on a 20 ans. Et puis surtout, ça fait passer le temps. Après s'être souhaité une bonne nuit, on éteint les lumières pendant que le poêle accroché en hauteur diffuse sa chaleur rassurante. C'est la dernière nuit, la toute dernière nuit de nos 9 amis. Ils ne le savent pas encore, mais pour eux l'aventure va s'arrêter ici, sur cette pente de la montagne de la mort. Ils ne graviront pas le sommet du mont Otterton qui se trouve à 10 km au nord. Ils ne reverront pas Yuri Yurdin, ni leur famille, ni leurs amis. C'est ainsi que débute, dans la nuit froide et venteuse, du 1er au 2 février 1959, la véritable histoire de l'affaire du col de Dyatlov. Il y a quelqu'un ici! Il y a quelqu'un ici! Allez! Allez, allez! C'est quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'est là où étaient les morts. Ils ont disparu sous la neige. Ils pourront pas avoir meilleure sépulture. Si les 9 randonneurs n'avaient pas connu ce destin tragique, il était prévu d'après les plans qu'ils continuent leur expédition jusqu'au sommet du mont Otterton, qui se trouve à environ une dizaine de kilomètres plus au nord. Le mont Otterton, c'est pas le Mont Blanc, point culminant, 1234 mètres. Mais il ne reste pas moins qu'en cette période de l'année, les conditions météorologiques sont tellement extrêmes que cet itinéraire est classé en catégorie 3, c'est-à-dire évalué comme difficile. Au total, les 10 jeunes randonneurs devaient parcourir plusieurs centaines de kilomètres en ski et à pied pour revenir au plus tard, le 12 février, au village de Vijay. Il avait été convenu qu'à leur arrivée sur place, ils enverraient un télégramme pour informer la famille de leur retour. Car, grosse erreur de leur part, ils n'avaient pas de moyens de communication avec eux. Jusqu'au 17 février 1959, il ne se passe rien. Personne n'est vraiment inquiet, sachant qu'un retard est toujours possible et que nos jeunes Russes ne sont pas des amateurs inexpérimentés. Pour la plupart, ils ont déjà fait des randonnées difficiles, comme par exemple Zina, qui avait exploré les montagnes de l'Altaï. C'est une sportive aguerrie comme ses amis. Ils sont la fierté de la section sportive de leur université. Ils ont même organisé une rencontre avec les élèves de la ville de Serov, le 24 janvier, pour narrer leurs exploits et évoquer leur périple jusqu'au mont Otterton. Le temps passe, les parents sont inquiets. Le 18 février, fait scandaleux, ignoble, et il va le payer très cher, Lev Gordo, le directeur du club de sport de l'Institut Polytechnique de l'Oural, a déclaré avoir reçu un télégramme de Vijay l'informant que le groupe avait pris du retard. L'attente pour les familles est à présent insupportable. Elles vont faire pression pour que des recherches soient organisées dans les plus brefs délais. C'est seulement le 20 février qu'une première équipe de volontaires va partir à la recherche de Dyatlov et de ses compagnons. Ce ne sont pas encore les autorités qui s'en occupent à ce moment-là, mais des membres de l'université, étudiants et professeurs, tentent dans cette région hostile, désertique et glacée, de trouver des indices. La tâche est compliquée,
Surtout qu'Igor Dyatlov a commis une terrible erreur. Il n'a pas déposé de copie de son itinéraire au club de sport de l'école. L'angoisse monte d'un cran. Enfin, les autorités passent à l'action. On envoie dans l'Oural des soldats et des officiers du ministère de l'Intérieur. On survole la région avec des avions et des hélicoptères. 21 février, rien. 22 février, toujours rien. Les jours passent, l'inquiétude grandit. Et toujours pas de traces d'Igor, de Nikolai, d'Alexandre, de Lyudmila et de leurs compagnons de route. Bien. Il est trop tard. Les secours nous trouveront pas aujourd'hui. Je crois qu'on va passer la nuit ici. Les secours? Comment veux-tu qu'ils nous trouvent? T'inquiète pas, ils finiront par nous trouver. 26 février 1959. L'équipe de secours repère enfin une tente sur le flanc du mont 1079, qu'on appelle aussi le mont Kolatsiakil. On remarque tout de suite que la tente est déchiquetée. Après analyse, il sera confirmé que la toile a été découpée au couteau de l'intérieur en 2 endroits bien distincts, afin de permettre à des personnes de sortir de toute urgence. On découvre aussi des traces de pas qui vont en direction d'une forêt qui se trouve à 1,5 km de la tente. De l'autre côté du col, sous un grand pin, on découvre 2 cadavres. Il y a Krivonichenko et Doroshenko. Chose plus étrange encore, ils sont en sous-vêtements et pieds nus près des restes d'un feu de camp. Puis le berger allemand, spécialement dressé pour les secours en montagne, va découvrir un peu plus loin les corps de Slobodine, Kolmogorova et Dyatlov. Il semble qu'ils aient tenté de rejoindre la tente en vain. D'après la position dynamique des corps, ils semblent avoir péniblement rampé jusqu'à ce que mort s'en suive vers le campement. L'enquête commence, mais il faudra attendre encore 2 longs mois avant de découvrir les cadavres des autres membres de l'expédition. Le 4 mai 1959, découverte effroyable. On met au jour 4 corps ensevelis sous une épaisse couche de neige. Ce sont les cadavres de Doubinia, Kolevatov, Thibaut Brignol et Zolotarev. Ils sont dans un ravin près de la forêt, à 75 mètres du Grand Pin. La suite est des plus classiques, recueil de témoignages, enquête, autopsie. Enfin, quand je dis classique, pas vraiment. C'est Korotarev Vladimir Ivanovitch, inspecteur du parquet d'Ivdel, qui va dans un premier temps enquêter sur la disparition du groupe. Il va assister aux autopsies, interroger des proches, la famille, mais on va très vite lui retirer l'affaire et lui demander de se taire. Eh ben, dis donc. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu une chose pareille? Parlons à présent d'Ivanov Lev Nikivitovitch. C'est le procureur des affaires criminelles de la ville de Sverdlovsk. À l'époque, en tout cas, pas de chance, après quelques semaines d'enquête, on lui retire à lui aussi cette affaire, car il déclare que c'est selon lui un phénomène surnaturel qui est à l'origine de ce drame. L'ambiance est donc tendue et presque irréelle en ce printemps 59. Il faut trouver des coupables et vite, si possible. La population locale, elle, s'impatiente et pense que ce sont les Mansi qui ont assassiné les jeunes Russes. En coulisses, on dresse un procès verbal, on établit un rapport d'enquête et surtout, on procède aux autopsies. Concernant les 5 corps retrouvés le 26 février, les médecins légistes confirment qu'ils sont tous morts d'hypothermie. On ne trouve pas de blessures sur les corps pouvant entraîner un décès, bien que le crâne de Slobodine soit légèrement fracturé. Une blessure de 6 cm, peu profonde. Le rapport parle même plutôt de fêlure que de fracture.
Pour les autres membres de l'expédition, l'affaire se complique. L'examen des 4 autres cadavres apporte de nouveaux éléments. 3 ont succombé à une mort violente. Nicolas Thibault-Brignol a le crâne enfoncé. C'est celui qui a été le plus grièvement blessé. Ludmila Dubinina et Alexandre Zolotarev ont la cage thoracique enfoncée. Mais étonnamment, il n'y a pas de blessure externe. Le visage de Ludmila est atrocement mutilé. Elle a la langue coupée et ses vêtements, tout comme ceux de Zolotarev, sont recouverts d'une quantité significative de poudre radioactive. Elle portait des vêtements ôtés à Krivonichenko et Doroshenko. D'après le rapport, son décès est survenu suite à une hémorragie interne. Enfin, selon les conclusions de l'expert en pathologie, Kolevatov n'avait pas de fracture. Il est mort lui aussi d'hypothermie. 6 décès par hypothermie, 3 décès suite à des coups violents. Voilà une bien étrange scène de crime. En mai 59, faute d'avoir trouvé des coupables, l'affaire est close. On enterre les corps en expliquant aux familles que les victimes sont toutes mortes d'une, je cite, c'est dans le rapport, force irrésistible que les jeunes n'ont pas pu vaincre. On décide dans la foulée qu'il est à présent strictement interdit de se rendre sur les lieux du drame. Le dossier s'endort ensuite tranquillement dans les archives du parquet. Cette photo a été prise avec un temps de pause. Elle ne montre que ce que l'œil a vu. Vous avez développé ces photos vous-même? Oui. Est-ce que les journalistes ont vu ça? Pas encore. Ne les montrez pas. Il faudra attendre les années 90 pour que des documents refassent surface. L'affaire n'est plus classée secret défense, mais il manque des pages. Des parties sont volontairement noircies. Et c'est à partir de ce moment que la machine médiatique s'emballe. On nous cache des choses, c'est sûr. Pourquoi les rapports ne précisent pas que la peau des victimes ont pris une couleur marron foncé? Pourquoi la présence d'un fourreau en ébonite sur les lieux du drame et qui de surcroît n'appartenait à aucune des victimes n'est mentionné dans les procès-verbaux? Pourquoi des traces de talons dans la neige près de la tente? Qu'est-ce qui a pu pousser 9 skieurs chevronnés à s'enfuir au beau milieu de la nuit, certains pieds nus par moins 20 degrés? Qui ment? Qui dit la vérité? Il fait partie des victimes du col du Dyatlov. C'est un nom qui sort du lot et résonne comme particulièrement familier à nos oreilles. Thibault-Brignol, Nikolaï Vladimirovitch Thibault-Brignol. Nikolaï ou Kolia est le fils d'un communiste français envoyé dans un camp sous Staline. Sa mère est russe. Et aujourd'hui, Thibault-Brignol a même sa page sur les réseaux sociaux, alimentée par une de ses descendantes. Des yeux noirs qui filent en tous sens, tant il a l'esprit en éveil. Thibault, comme le nomment volontiers ses amis, est inventif, plein d'amabilité et d'humour. Étudiant très apprécié, on dirait même aujourd'hui populaire au sein de l'école polytechnique de l'Oural. En tant que membre assidu du club touriste et du club sportif, il participe à de nombreuses randonnées. Amateur de croquis, il réalise plusieurs cartes extrêmement précises avec courbes de niveau et détails topographiques très précieuses pour les randonneurs. Particularité, au moment de sa mort, il porte 2 montres à son poignet. Et avec Zolotarev, durant la nuit du 1 au 2 février, de tous les membres du groupe, ce sont eux les mieux préparés au grand froid sibérien qu'ils auront à affronter. Ils sont chaussés et vêtus de plusieurs couches. Et pour finir, la dernière victime est aussi la plus énigmatique du groupe. Une moustache de dandy, une mèche sur le front en forme d'accroche-cœur, Alexandre Semyon ou Semyon Alexeyevitch Zolotarev, né en 1921, le 2 février. Coïncidence? Date correcte ou incorrecte, il aurait donc eu 38 ans la nuit où se déroule le drame. Mais surtout, il a près de 15 ans de plus que les plus âgés du groupe. Il n'a pas de lien avec l'Institut Polytechnique de l'Oural. Nombre d'éléments qui font de lui un véritable outsider. Il sera néanmoins proposé au groupe et il insistera pour partir et pour revenir aussi le plus vite possible. Zolotarev a un passé étroitement lié à la guerre. Il a combattu et servi de 41 à 46 et fait partie du tout petit 3% de rescapés de sa génération. Ensuite, il a tenté de faire une carrière dans l'armée. Membre du Parti communiste, il œuvre en tant qu'organisateur du Komsomol.
Finalement, il intègre l'Institut de culture physique de Minsk et travaille en tant que guide touristique et moniteur de randonnée dans diverses régions, notamment dans l'Altaï. Et c'est à ce titre qu'on le propose au groupe. Il serait célibataire, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'enfant. Au contraire, on aurait perdu la trace d'un petit Sacha, né en 1956, qui serait son fils. Lui-même, Alexandre Semien, se fait prénommer et se présente sous le nom de Sacha. Particularité, il porte des tatouages rares à l'époque, propres aux soldats pour certains et ignorés des autres membres du groupe car tenus cachés sous ses vêtements. Sur ces tatouages figure une étoile à 5 branches, sa date de naissance, des initiales dont la sienne et probablement celle de camarades soldats, ainsi que ce que les archives nomment comme étant un cœur de betterave en feu. Pour terminer, en juin 2018, on a exhumé le corps de Zolotarev pour des questions d'identification. Les résultats, on y reviendra. Seigneur, accordez-leur le repos éternel. Qu'ils reçoivent les bienfaits de votre lumière divine et qu'ils reposent en paix. Amen. Nuit blanche, couleur 3. À présent, ce que l'on va vous proposer, c'est d'explorer les différentes pistes, hypothèses, théories concernant ce qui s'est passé dans cette nuit du 1er au 2 février sur le flanc de cette montagne de la mort. Nous passerons en revue les explications les plus plausibles, mais aussi, tant qu'à faire, les plus farfelues. Alors sur Internet, ce qui revient le plus souvent, c'est la possibilité d'une rencontre du troisième type. La thèse ufologique s'appuie sur divers témoignages de l'époque qui relatent l'apparition de boules de feu dans le ciel de l'Oural. Par exemple, un groupe de randonneurs de l'Institut pédagogique de la faculté de géographie a raconté s'être retrouvé sur le mont Chistop, un petit peu plus au sud-ouest, et avoir vu dans la zone du mont Hautorton une sorte de boule de feu. Alors toujours dans les documents d'époque retrouvés, il y a ce témoignage aussi assez étrange de Tokareva, un technicien météorologiste. Il dit que le 17 février 1959, à 6h50 heure locale, un phénomène étrange s'est produit dans le ciel, le déplacement d'une étoile avec une traîne qui ressemblait à des nuages denses et plumeux. Et ça, c'est juste un exemple, puisque d'autres spécialistes et même des militaires ont eux aussi raconté avoir vu des boules de feu traverser le ciel. Leurs témoignages sont intéressants, intrigant, mais on n'en sait pas plus. OVNI, test militaire secret. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les lieux de l'incident, on n'a pas retrouvé d'artefacts dont l'origine serait inconnue. Je pense qu'il y a peut-être comme une sorte de fantasme de la zone 51, façon col de Dyatlov. Mais à l'époque, et encore aujourd'hui, de nombreuses personnes soutiennent cette thèse. On parle aussi de l'attaque d'un Yéti. Mais là aussi, rien de probant à se mettre sous la dent. En fait, comme aucune version officielle n'a été avancée, comme des documents sont encore aujourd'hui classés secret défense, le public, les internautes, pensent que ce drame trouve son origine dans le paranormal et l'extraordinaire. Autre piste que l'on ne doit pas mettre de côté, on va le faire avec toi Céline, c'est celle peut-être plus plausible, à moins que de l'avalanche. Qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu, c'est une autre avalanche. Les randonneurs ont été surpris par une force irrésistible inconnue. C'est la conclusion de la thèse officielle. Cette force, c'est peut-être bien une coulée de neige. La montagne de l'Hautorton n'est pas très haute, certes, et présente une déclinaison plutôt faible. De plus, des témoignages consignés dans des journaux de bord indiquent que la couverture neigeuse n'était pas épaisse. Toutefois, l'avalanche reste possible. Du moins qu'une partie de la couverture glisse, roule et tombe sur la tente en un bloc de neige, prenant au piège ses habitants, demeure réaliste. C'est d'ailleurs la thèse de Axelrod Moïsis, un randonneur qui a pris part aux recherches et qui connaissait personnellement les membres du groupe. Il pense qu'une partie du groupe a été surprise et même écrasée par la coulée, ce qui expliquerait certaines blessures dans les côtes et sur le crâne. Projetés vers le fond de la tente,
D'autres se seraient grièvement blessés en butant contre des objets contendants présents dans la tente, tels le poêle et les skis. L'hypothèse de l'avalanche expliquerait également le fait que la tente ait été perforée de l'intérieur. Oui, pour s'en extraire. Ensuite, les randonneurs auraient roulé vers le bas avec l'espoir de rejoindre le camp de base, mais dans le vent, la tempête et la coulée, qui de plus changent forcément le relief du terrain, désorientés, ils ne se seraient pas dirigés vers la bonne rivière. Après s'être mis à l'abri, néanmoins, à l'orée d'une forêt, il y aurait déposé les blessés sur un lit de branches de sapin, alors qu'un groupe de 3 aurait entrepris de remonter vers la tente pour récupérer des affaires. Et cette fois, c'est par le froid qu'ils auraient été pris au piège. On peut même imaginer que plusieurs avalanches ou coulées de neige aient eu lieu, mais il est vrai que l'hypothèse de l'avalanche n'a que peu d'adeptes, même si l'on peut croire que là où les coulées ont pu être provoquées par une explosion, ce qui expliquerait les résidus radioactifs sur certains vêtements. Il reste beaucoup d'invraisemblances. Nous sommes toutes la plupart des suggestions avancées. Difficile d'en trouver une qui fera l'unanimité. Et pour en finir avec l'avalanche, lorsque Axelrod lui-même observe que sur place, il n'y a aucune trace d'avalanche ou de masse de neige suite à une avalanche, d'autres avancent que c'est principalement le vent violent qui a effacé les traces d'une catastrophe naturelle de ce type. Moi, Céline, j'ai une autre piste à présent à te proposer, celle des Mansi, un nom que nous avons déjà entendu lors du récit de l'expédition. Les Mansi, aussi désignés sous le nom de Vogouls par le passé, sont un peuple ou un groupe ethnique d'environ 6 000, 7 000 personnes qui vivent dans cette région reculée et montagneuse de la Russie. Ce sont essentiellement des chasseurs et des éleveurs de rennes aussi. C'est un peuple un peu mystérieux pour les Russes car ils ont leur propre écriture et leur propre langue. C'est eux qui ont baptisé le sommet 1079 où s'est passé le drame, le mont Kolat-Syakil, qui se traduit en français par la montagne des cadavres ou la montagne morte, en référence à ces pentes douces sur lesquelles rien ne pousse. Alors d'après la rumeur locale, on dit que les Mansi auraient perdu plusieurs des leurs dans cette montagne par le passé. Juste après la découverte du drame, ils seront les premiers à être accusés du meurtre de l'équipe Dyatlov. Korotarev Vladimir Ivanovitch, dont on a parlé tout à l'heure, l'inspecteur du parquet d'Ivdel, premier à enquêter sur la disparition du groupe de Dyatlov, va beaucoup dépenser d'énergie pour défendre ces fameux Mansi. Très clairement, ça ne peut pas être eux, car c'est un peuple pacifique, parce qu'ils ont participé dès le début des recherches aux différentes expéditions pour retrouver les jeunes Russes. Parce que si c'était eux, ils auraient forcément volé les objets qu'il y avait dans la tente ou encore l'alcool. Mais ce n'est pas le cas. De plus, en plein hiver, les Mansi ne sortent pas dans cette région montagneuse pour chasser. C'est pas la bonne saison pour trouver du gibier. À noter aussi que les Mansi ne pratiquent pas de sacrifices humains et que le mont Kolat-Syakil et le mont Otorten, un peu plus loin, ne sont pas des montagnes sacrées pour ce peuple de Sibérie. Voilà donc une théorie de plus qui s'étiole, mais, car il y a toujours un mais dans cette histoire, c'est là qu'intervient Svetlana Os, une écrivaine et journaliste russe qui se passionne depuis 2008 pour l'affaire du col Dyatlov. Elle publie un long article sur le sujet dans le Moscow Times. Pour elle, on n'a pas encore tout dit sur cette histoire étouffée par la censure communiste. En 2013, elle sort un livre qui s'appelle Don't Go There. Elle reprend depuis le début toute l'affaire, explore toutes les pistes, enquête à Ekaterinbourg, et comme elle a exercé le métier d'infirmière, ce qui l'intéresse plus particulièrement dans cette histoire, c'est de se replonger dans les autopsies, de remonter la piste médico-légale. Et là, coup de théâtre dans la diatosphère, puisque dans son compte-rendu détaillé, pour elle, de toute évidence, il s'agit d'un meurtre. Le groupe a été attaqué par une ethnie locale. Mais attention, ce ne sont pas les Mansi, comme le pensent les peuples locaux, mais les Khanty. Les Khanty auraient attaqué les jeunes gens, ce qui explique les nombreuses blessures. Pour elle, il y a eu une bagarre et les Khanty auraient délibérément maquillé la scène du crime. Elle explique, par exemple, qu'à la lisière de la forêt, des branches ont été coupées avec un couteau, mais elle explique qu'il n'y avait pas de couteau sur les victimes. Le problème dans cette hypothèse, c'est que le peuple Khanty occupe des terres qui sont bien plus à l'est. Nous ne sommes pas sur leur territoire. Personne ne dit avoir vu des Khanty rôder près de la montagne morte avant ou après le drame. À chaque fois, dans cette affaire, un détail vient semer le doute, ébranler nos certitudes. C'est perturbant et déstabilisant. Mais j'entends rien. Dis-moi ça. Autre hypothèse,
Autre piste, celle de l'armée soviétique. L'armée dans cette histoire, elle semble planer un peu partout. Parmi les membres du groupe, puis au sein des diverses équipes de secours, et enfin, l'époque est tout de même très militaire et militariste. La course à l'armement nucléaire est engagée. On situe le premier essai de la bombe pour les USA en 1945 et 1949 pour l'URSS. 1959, c'est juste 10 ans après, on est donc en plein dedans. Et certains écrits sur ce mystère du col du Dyatlov vont jusqu'à titrer « Les morts du col de Dyatlov, un des derniers secrets de la guerre froide ». Et ici, on entre carrément dans l'espionnage et les secrets d'État. Zolotarev, qui on le rappelle a 38 ans et a quasi été imposé au groupe, Kolevatov et Krivonichenko, tous deux ont déjà occupé des emplois secrets liés au nucléaire, sont des agents du KGB. Ils participent à l'expédition car ils ont rendez-vous avec des agents de la CIA, qu'ils ont pour mission de démasquer et à qui ils sont censés livrer des échantillons radioactifs. Mais ça prend une autre tournure et ils se font descendre par les espions nord-américains. Les autres membres du groupe Dyatlov ne sont pas au courant et en font les frais. Mais sans aller jusque-là, il n'est pas impossible que les membres du groupe de Dyatlov se soient rendus sur un territoire tenu secret où l'armée procédait simplement à des essais de bombes à vide. Ce qui expliquerait par exemple aussi la volonté de noyer le poisson par la suite et empêcher l'accès aux documents pendant des décennies. Les chocs provoqués par les bombes à vide ou thermobariques pourraient expliquer la nature des blessures internes retrouvées chez certaines dépouilles, ainsi que la couleur de la peau de certains cadavres et enfin les traces de poudre. En effet, à la périphérie, la pression entraîne chez l'être humain l'éclatement des vaisseaux sanguins et dans son épicentre, le corps explose en plusieurs morceaux. Mais plus convaincante encore est la piste de la fusée au sodium. Là, on touche peut-être à l'explication la plus tangible. Puisque des missiles ont précisément été envoyés au cours de l'hiver 59. Et qu'a-t-on vu dans le ciel à ce moment-là ? Des boules luminescentes provoquées par les nuées de sodium utilisées pour pouvoir suivre le trajet des vols. Alors on y retourne. Nuit du 1er au 2 février 1959. Un des randonneurs sort de la tente pour satisfaire un besoin naturel. Il lève la tête, il observe le ciel et le col qu'il tentera lui et ses comparses d'atteindre le lendemain. Là, surgit dans son champ de vision une boule de feu. C'est intriguant. En fait, il s'agit d'une comète de sodium et elle s'apprête à tomber à proximité. Il appelle les autres. 2 sortent de la tente, vêtus plus chaudement. Ils recevront l'impact le plus fort. Ils crient. Les autres émergeront de la tente dans l'urgence et une panique extrême. Les randonneurs debout subiront tout d'abord une onde de choc qui les projettera notamment contre les rochers. Ensuite, leurs muqueuses et leurs yeux seront victimes des coupes de sodium. Et si ensuite on était venu achever les survivants ? Oui, parce que plusieurs versions peuvent se retrouver en une. À l'époque, on faisait des essais un peu tous azimuts et on inventait et testait des armes en tout genre, des fusées d'un nouveau type. Et si, par malheur, ça tournait mal ? Le missile déviait de sa trajectoire ? Le protocole consistait alors à ce moment-là que l'on dépêche des nettoyeurs pour s'informer des dégâts et garantir la persistance du secret des missions. Pour le reste, on laisse votre imagination faire le travail. Les plus touchés sont laissés pour morts, les autres, sauvagement assassinés pour brouiller les pistes et épouvanter les curieux. Ni vu ni connu, aucun témoin. Nous serions donc en présence d'un secret martial doublé d'une mise en scène macabre. Faut avouer que dans notre malheur, on est tombé dans un superbe endroit. Autre piste que l'on peut évoquer dans cette nuit blanche, c'est celle de la prise volontaire ou non de drogue. Pourquoi ? Parce que de nombreux indices laissent à penser que les actions et les décisions prises par le groupe ont été toutes sauf raisonnables. Comment des étudiants sportifs expérimentés ont-ils pu commettre autant d'erreurs ? On trouve dans la région des champignons, les amanites tumouches, qui poussent au pied des sapins. Ils sont mortels, mais deviennent moins dangereux lorsqu'ils sont séchés. Ils sont utilisés localement par les chamans. Cette hypothèse de la prise de substances psychotropes vient en tout cas apporter un semblant d'explication sur le comportement étrange, erratique du groupe pendant cette nuit du 1er février. Mais d'après les documents qui ont été révélés dans les années 90, on ne mentionne pas dans les autopsies de traces de substances psychotropes.
Que nous reste-t-il comme piste, comme hypothèse à vous proposer? Celle d'un meurtre perpétré par des prisonniers d'un goulag qui se seraient échappés. Mais dans ce cas, les corps auraient été dépouillés de tous leurs biens et tous leurs vêtements. Il faut bien comprendre et se rappeler que pendant cette nuit-là, il faisait moins 25 degrés. L'Américain Donny Eichar a lui aussi enquêté pendant 4 ans sur le mystère du col Dyatlov. Dans son livre Dead Mountain, sorti en 2013, il raconte son entretien avec le seul survivant de cette expédition, Yuri Yurdin, qui a dû faire demi-tour le 28 janvier à cause d'une sciatique à la jambe. À noter qu'il est mort juste avant la parution du livre, à l'âge de 75 ans. Donny, qui s'est donc rendu lui aussi à Ekaterinbourg, pense que le groupe a été victime, tenez-vous bien, d'infrasons provoquées par certaines conditions météo réunies exceptionnellement ce soir-là. Ces infrasons sont en fait des ondes sonores à très très basse fréquence et qui sont quasiment imperceptibles par l'oreille humaine. Et elles peuvent provoquer divers symptômes assez inquiétants, violents maux de tête, nausées, vertiges, angoisse. Ils perturbent aussi la vision, la parole, l'équilibre, l'orientation. C'est pourquoi l'armée teste, et ça c'est tout à fait officiel, vous pouvez trouver des infos sur internet, depuis quelques années des armes à basse fréquence. On peut donc imaginer, selon Donny Eichar, que le groupe trop exposé à la tempête, il faut vous rappeler qu'ils sont sur un flanc de montagne où il n'y a pas de forêt, a été la victime en fait de ces infrasons pendant quasiment toute la nuit. Ce qui explique l'effet de panique, les déplacements erratiques. C'est comme si leur vue et leur capacité intellectuelle avaient été amoindries par un événement soudain, une source extérieure inconnue. Dernier rebondissement dans cette affaire pleine de mystères. Le 12 avril 2018, à la demande des proches, on a exhumé le corps d'Alexandre Zolotarev à des fins d'identification. Alexandre Zolotarev, c'est, souvenez-vous, Sacha, le membre le plus ancien et le plus mystérieux du groupe. Il faut garder en mémoire qu'avant la randonnée, il n'avait eu aucun contact avec les autres membres et beaucoup se sont étonnés d'ailleurs qu'il se soit joint à eux. À noter, chose étrange, qu'il a été enterré séparément. 16 mai 2018, coup de théâtre, les premiers résultats des tests ADN réalisés par le généticien Alexei Garkovenko excluent tout lien de parenté entre la personne qui se trouve dans la tombe et Tatiana Skulbeda ainsi que Pavel Lechenko qui sont les nièces et neveux de Zolotarev. Quelques semaines plus tard, on décide de faire un second test ADN au centre russe d'examen médico-légal du ministère de la Santé. C'est Pavel Ivanov, expert de l'Académie des sciences de Russie, qui va mener cette mission délicate et sous très haute surveillance. Les résultats ne tardent pas à tomber, le lien de parenté est cette fois-ci proche des 100%, ce qui veut dire que l'ADN de la personne enterrée sous le nom d'Alexandre Zolotarev correspond bien à l'ADN de sa nièce et de son neveu. Mais il reste encore une part de mystère dans ce mystère, car certaines personnes pensent que c'est le frère d'Alexandre, c'est-à-dire Nicolas, qui était dans le cercueil, un frère encore plus énigmatique et discret que le premier, et qui d'après sa biographie a collaboré avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale avant de disparaître sans laisser de traces. Du coup, les tests ADN sont forcément positifs sans que l'on puisse attester formellement de l'identité du cadavre. Alors, Alexandre Zolotarev est-il toujours vivant? Est-il un agent infiltré avec comme mission de supprimer les autres membres de l'expédition? L'affaire est en tout cas relancée en 2018 par la petite fille d'Alexandre, Julia Oreova, qui se demande qui a véritablement été enterré en 1959 à Ekaterinbourg. Nuit blanche. Je voulais quand même que l'on puisse vous donner nos avis personnels sur cette histoire. C'est vrai qu'on est resté quelques jours via Internet, beaucoup de livres et de documentation avec ces jeunes randonneurs qui ont disparu dans la nuit du 1er
au 2 février. Moi, ce que je voulais dire, c'est tout d'abord une citation que j'aime beaucoup, celle de Lao Tzu, que tu connais peut-être. « Celui qui parle ne sait pas et celui qui sait ne parle pas ». Je pense que, comme le souligne en fait Anna Matveeva, l'auteur du livre Le mystère Dyatlov, sorti en 2013, la vérité ne se trouve pas en fait au col Dyatlov, dans les montagnes de l'Oural, mais sûrement encore bien cachée dans des dossiers qui sont encore top secrets. Souvenez-vous que toute une partie des archives qui ont été exhumées dans les années 90 sont encore censurées aujourd'hui. Tout n'a pas été dit. À ce sujet, Alexandre Zolotarev, avant de partir pour sa dernière expédition, a dit à ses étudiants cette mystérieuse phrase « Le monde entier parlera de cette expédition ». En tout cas, il avait eu là des paroles prophétiques. En tout cas, de cette histoire, il me reste aujourd'hui beaucoup de textes, de photos en tête, mais surtout des pourquoi. Pourquoi avoir subitement classé l'affaire? Pourquoi avoir censuré des parties des documents déclassifiés? Pourquoi la zone a été interdite? C'est vrai aussi, pendant 3 ans d'accès après la découverte des corps. La liste des pourquoi est encore longue, très longue, et pour moi, aucune des théories avancées jusqu'à présent arrive à complètement me satisfaire, parce qu'il reste à chaque fois une zone d'ombre et des questions sans réponse. En tout cas, et ce sera ma conclusion personnelle, cette affaire du col de Dyatlov n'est pas qu'un simple fait divers. 60 ans après, j'ai vraiment le profond sentiment qu'une vérité cachée, peut être maquillée, est toujours là-bas. En tout cas, ce dossier est loin d'être classé, alors comme on dit, affaire à suivre de très près. De ton côté, Céline? Alors de mon côté, je souhaitais tout d'abord te renvoyer tes remerciements. Merci de m'avoir associé à cette immersion dans ce mystère du col du Dyatlov. Comme tu le disais, c'est un peu... le mystère dans le mystère, c'est un petit peu comme les poupées russes en fait, cette histoire quoi. Tu tombes sur une hypothèse, tu es presque convaincu par les personnes qui la présentent, et puis non, paf, il y a un élément invraisemblable qui fait que non, c'est pas ça. On continue à chercher. Le recours à l'explication naturelle, par exemple, concernant le mystère du col du Dyatlov, est tellement fréquent et très souvent emprunté par la voie officielle qu'il en devient suspect. Est-ce que tu parles de l'avalanche? Exactement. Autrement dit, pour moi, c'est l'explication facile. Mais il faut bien l'avouer, elle demeure plausible, couplée, à mon avis, avec une autre. Seule, elle ne suffit pas. Moi, j'ai un problème avec l'avalanche, c'est que la tente semble être restée sur place, là où elle était installée, que des objets n'ont pas été éparpillés, que des arbres auraient dû être couchés, peut-être qu'on aurait dû trouver aussi des animaux morts, et ce n'est pas le cas. Donc c'est ça qui est bizarre avec l'avalanche. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais il ne faut pas oublier que quand les recherches en fait, sont engagées, enclenchées, il est passé quand même plusieurs jours, et on ne peut pas arrêter le climat, on ne peut pas arrêter la météo. Et on peut quand même imaginer aussi, parce que c'est très, très surprenant qu'après tant de jours, on retrouve des empreintes. Alors qu'il y a des tempêtes, il y a des choses vraiment invraisemblables qui vraiment poussent les gens à penser à une mise en scène. Mais j'aimerais quand même juste citer peut-être encore cette explication que j'ai trouvée en tout dernier lieu quand je préparais ce podcast. Alors... c'est assez fou parce qu'elle renvoie à l'hypothèse simplement du poêle ou du fourneau fabriqué par Dyatlov. Et il faut savoir que c'était un prototype, il avait déjà commencé à tester ça en 1957, donc c'était quelque chose de tout récent en fait. Alors la personne qui nous propose cette hypothèse sur Internet nous dit que ce poêle aurait très bien pu déconner. De la fumée, des flammes dans la tente, obligation de s'extraire rapidement. Au début, tu commences un petit peu à aérer, donc tu fais des petites entailles, mais ça suffit pas. Après, tu peux plus du tout contenir la situation et t'es même limite en train d'être asphyxié. Et ce qui est très étonnant, enfin ce qui recoupe avec cette hypothèse, c'est qu'on a vu aussi sur des photos qu'il y a des toutes petites entailles qui ont été faites tout en haut de la tente, au-dessus des déchirures. Donc ça pourrait peut-être expliquer que c'était en fait des sortes de haut-vent pour laisser partir la fumée ou des gaz. Mais comme ça ne suffit pas, ils se projettent tous à l'extérieur, peu importe comme ils sont vêtus finalement, mais ils se retrouvent quand même à plus de moins 20 degrés à l'extérieur, faute d'abri, et voyons que la tente est complètement enflammée. Ils se dirigent, enfin ils s'éloignent, avec la fumée ils sont désorientés, et ils tombent finalement proche d'une forêt, et là ils y font un feu. D'autres s'éloignent pour explorer les environs et déclenchent une avalanche, tombent dans un ravin, se blessent violemment. 3 autres tentent de rejoindre la tente, les autres restent auprès du feu, le feu qui s'éteint, ils finissent par mourir de froid. Enfin, bref, autant d'élucubrations, encore et encore. Mais moi, la piste étatique et celle de l'accident militaire et les essais de l'armée restent pour moi très séduisantes quand même, quoi. Ou alors, on pourrait même se demander si ces équipes des 9, ils n'étaient pas investis d'une mission secrète. Peut-être aussi, oui. Et puis même, j'aurais envie de dire, et si ce n'était qu'une légende ?
Et c'est ici que s'achève ce premier podcast de Nuit Blanche, consacré à l'affaire du col Dyatlov. Hélas, nous n'avons pas pu, et je le regrette faute de temps, explorer toutes les théories et les différentes enquêtes, tellement il y a de documentation sur cette affaire. Surtout que de nombreux journalistes, auteurs avancent des théories qui sont diamétralement opposées, mais elles sont toutes, c'est vrai, passionnantes. C'est comme si, pour moi en tout cas, elles étaient une pièce du puzzle Dyatlov. Et si vous aussi, vous avez fait des recherches de votre côté sur ce drame du 1er février 1959, n'hésitez pas à nous laisser un message, un commentaire pour nous dire ce que vous avez trouvé de votre côté. Et si on ressent vraiment chez vous, amis auditeurs et auditrices, un vif intérêt pour ce grand mystère du XXe siècle, eh ben on est prêt avec Céline à vous reproposer d'ici quelques mois un col de Dyatlov épisode numéro 2 dans lequel on lira vos réactions et on pourra ainsi les confronter avec nos propres convictions personnelles et d'autres recherches. Et puis peut-être aussi qu'on pourra approfondir un peu plus ce sujet-là parce que malgré toutes les informations que l'on vous a données, il y a encore énormément de choses à dire et toute une foule de détails à explorer, des détails qui viennent contredire les théories les plus populaires comme les plus controversées. Pour jouer les prolongations du mystère Dyatlov, est-ce que tu peux, Céline, nous donner quelques références, si tu as de livres ou encore de sites internet ? On peut commencer par le best-seller Le mystère de Dyatlov d'Anna Matveeva, sorti en 2013, une enquête passionnante à base d'archives qu'elle a publiée pour la première fois en 2000 dans le magazine L'Oural. Le livre est disponible en français et il en est déjà à sa 5e réédition. Notre exemplaire provient de la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds, donc on va vite le rendre afin que vous puissiez vous aussi parcourir ce pavé. Il y a énormément d'archives dans ce livre, même si c'est un roman. Je regrette juste qu'il n'y ait pas, tu sais, des plans, des lieux ou encore des photos pour rendre le récit encore plus vivant, ce qui est ironique quand on sait qu'il y a 9 morts à la fin de cette histoire. Pour ce qui est des images, on vous conseille l'excellent site, mais qui est uniquement en anglais, dyatlovpass.com de Theodora Ajicka. Merci à elle, en tout cas moi je m'y suis plongée de longues heures. C'est une immense base de données dont les informations sont régulièrement actualisées. Vous trouverez des photos, des analyses, des témoignages, des copies du journal de bord des jeunes Russes et un onglet théorie très bien documenté. Alors sinon, côté lecture, toujours en anglais, il y a Journey to Dyatlov Pass de Kees McCloskey, sorti en 2016, le livre de Svetlana Hos, Don't Go There, sorti en 2015, qui explore la théorie, on en a parlé tout à l'heure, d'un crime perpétré par une ethnie locale. Et puis il y a aussi Dead Mountain de Denis Echard, sorti en 2013, et lui il explore plutôt la piste des infrasons qui auraient dérouté l'équipe et qui lui auraient fait paniquer. Enfin, sachez que le col de Dyatlov est devenu un véritable lieu de pèlerinage puisqu'on trouve une plaque commémorative qui a été installée en 1963 à quelques mètres des lieux de la tragédie sur un rocher. Vous trouverez sur Google Maps des photos de nombreux touristes russes et étrangers qui se rendent sur les lieux pour camper. Ouais, c'est assez étrange, mais ça existe, photos qu'ils partagent bien sûr ensuite sur Internet. Ma foi, comme quoi il est bien difficile, même 60 ans après les faits, pour les lieux et les âmes, de trouver un semblant de paix. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir été à nos côtés pour cette première Nuit Blanche. Prochain podcast, prochaine histoire mystérieuse, à la prochaine pleine lune, avec mes amis Céline Auclin et Franck Pourpry. Salut!